Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, nous allons parler de vies antérieures. Oui, je sais que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, et j'ai généralement de nombreuses écoutes sur les épisodes de ce thème. Ça tombe bien, parce que c'est un sujet qui me passionne également et auquel je suis confrontée quotidiennement. Cet épisode, il fait suite à une vidéo que j'ai pu écouter d'une interview d'une médium voyante qui donnait son avis sur la mention des vies antérieures durant les séances. Il est bien évident que l'enjeu majeur pour les accompagnants, surtout des médecines alternatives et de la médiumnité ou de la voyance, est de paraître le plus sérieux possible et de prêcher sa paroisse, comme on dit. Et c'est toujours intéressant de montrer que nous avons une posture qui est droite, intègre, honnête et respectueuse envers nos consultants et consultantes. Néanmoins, je trouve intéressant aussi de constater que derrière cette volonté de montrer que nous travaillons d'une manière pragmatique, eh bien, il existe de grandes différences qui sont perceptibles entre les différentes manières de percevoir et de concevoir l'accompagnement. Car cette médium expliquait que lors de ces séances, elle se contentait de mentionner des informations qui pouvaient paraître en quelque sorte sérieuses et surtout montrer une forme de possibilité à être vérifiée. Elle parlait notamment du fait qu'elle communiquait avec les défunts, ce qui permettait donc de pouvoir vérifier les informations en direct, puisque le consultant ou la consultante généralement connaît une grande partie des informations données. Puis elle parlait de sa capacité à percevoir l'avenir, chose qui était également vérifiable dans une partie des cas à l'avenir, bien évidemment. Et puis, lorsqu'on lui a posé la question concernant les vies antérieures, cette professionnelle a dit qu'elle était très réticente à parler de ce sujet-là parce qu'il n'était absolument pas vérifiable et qu'il pouvait représenter un danger de manipulation ou en tout cas d'un manque de peut-être de sérieux ou de concret dans la séance. Évidemment, il y a du vrai dans ce qu'elle mentionne. Le sujet des vies antérieures est un petit peu touchy. Parce qu'il y a derrière ça de nombreuses manipulations qui sont faites volontairement ou involontairement par des praticiens qui devraient choisir une autre voie que la médiumnité ou la voyance. Pourquoi pas la boulangerie ou la mécanique, mais en tout cas, on peut constater que leur vocation n'est clairement pas de percevoir l'invisible. Le fait est que ces métiers sont devenus lucratifs pour certains et considéré comme étant un moyen facile de se faire un statut social, une image sur les réseaux, ou une possibilité en tout cas de prétendre quoi que ce soit, peu importe la raison sous-jacente. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Parce qu'il y a effectivement de grandes pincettes à prendre lorsque l'on parle de vies antérieures. Nous ne pouvons de toute façon rien garantir à une personne qui nous consulte. En tant que médium, voyant, nous ne pouvons certifier que ce que nous percevons est une vérité absolue. Parce que cette vérité n'est pas encore matérialisée, parce qu'il existe la notion de libre arbitre, et parce qu'en tant qu'être humain, nous tentons le mieux possible de capter des informations qui sont issues de l'invisible, et donc qui doivent être traduites pour être rendues intelligibles. Le propre d'une information issue de l'invisible, c'est que par nature, elle n'est pas réellement faite pour que le cerveau humain puisse la conceptualiser dans son entièreté. Il faut donc quelqu'un qui soit capable de traduire cette information, donc de la mettre en image ou en mots. Le fait de la mettre en image ou en mots est déjà un biais ou une transformation au moins partielle de cette information. Elle ne sera jamais traduite telle qu'elle est à l'origine. Et c'est aussi toute cette part de sécurité qu'il faut toujours garder en tête lorsque quelqu'un vous transmet une vision ou une information, que ce soit à propos du passé, du présent ou du futur. Il y a aussi les biais personnels de l'accompagnant, ses croyances, son éducation, ce qu'il considère comme étant le bien ou étant le mal, ce qui fait peut-être trembler
ses limites personnelles, émotionnelles, familiales, amicales, sociétales. Il y a tout un tas de biais qui font qu'un accompagnant devra toujours faire en sorte de transmettre une information la plus neutre possible en sachant pertinemment qu'elle ne le sera jamais à 100%. Néanmoins, j'aimerais qu'on parle de ce sujet des vies antérieures parce que je fais partie de ces accompagnants qui parfois, pas tout le temps, mais parfois en séance, mentionnent la présence, l'existence, la mémoire de vies antérieures qui influencent encore la vie présente. Alors, quel est mon point de vue par rapport à ce qu'a pu dire cette médium qui considère que les vies antérieures ne sont que des balbutiements ou en tout cas des informations données pour impressionner mais sans véritable véracité? Qu'en est-il du fait que ces informations ne soient pas vérifiables également? Et surtout, qu'est-ce que j'ai constaté de manière empirique? Qu'est-ce que mon expérience me transmet comme information vécue et comme bourgeon de certitude? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Mais avant de commencer cet épisode, permettez-moi de vous faire un petit rappel. Vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter pour des séances d'énergétique et de guidance. Sachez effectivement qu'il y a plusieurs mois d'attente avant de pouvoir bénéficier d'une séance. Néanmoins, j'ai fait en sorte de pouvoir débloquer régulièrement et pour les prochains mois des créneaux au fur et à mesure en fonction des annulations mais aussi en fonction des places que je peux vous octroyer. Sachez que vous pouvez accéder à une liste d'attente WhatsApp qui est présente sur ma bio Instagram et si toutefois nous devons patienter quelques mois avant de partager une séance ensemble, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet www.nouvellevibration.com puisque vous pourrez y trouver des initiations à la médiumnité, notamment l'initiation médium qui est très certainement dans la catégorie des initiations les plus complètes, les plus riches, les plus structurées que vous puissiez trouver dans le domaine, en toute humilité bien évidemment. Merci de votre confiance, merci de vos retours qui me font toujours immensément chaud au cœur. Mais il me semble que maintenant, il est temps de revenir à notre épisode. Si vous écoutez ce podcast depuis quelque temps maintenant, ou si vous avez déjà écouté mes interviews sur différents médias, vous savez que ma médiumnité s'est ouverte très très jeune. Elle était déjà présente dans la toute petite enfance, mais ses manifestations un petit peu plus concrètes, entre guillemets, se sont éveillées aux alentours de l'âge de 7 ans. Ensuite, cette médiumnité n'a cessé d'évoluer. Elle n'a cessé de prendre des formes différentes aussi en fonction de mon langage, de mes capacités en tant qu'humaine. C'est-à-dire que la médiumnité s'adapte aussi aux apprentissages de l'humain et à la manière dont il s'approprie les outils de son humanité. Petite, je percevais l'histoire des lieux. Pas tous les lieux, mais de certains lieux. Je pouvais mentionner des choses qui avaient eu lieu dans le passé, éventuellement placer même des objets ou replacer le contexte d'une pièce ou d'une maison selon son apparence 50 ou 60 ans plus tôt. Comme si ces instants restaient figés dans une dimension impalpable de ce lieu, comme si chaque lieu gardait en mémoire une sorte de capture de ce qu'il a été en tout temps. Je percevais également les défunts, je percevais des êtres parfois de nature bien différente, mais que je ne savais pas définir tout simplement parce que je ne les voyais pas dans ma réalité d'humaine. En tout cas, que ce soit par des visions, des flashs, des rêves, des sensations, des terreurs nocturnes ou toute autre chose, cette médiumnité a pris beaucoup de place et beaucoup de formes différentes. Au départ, elle était très rudimentaire, très instinctive d'une certaine façon, et puis elle s'est affinée au fil du temps. Elle s'est affinée en fonction de ce que je comprenais de ma propre expérience, et puis au fil des années, quand ont commencé à apparaître les premiers livres
relatifs à l'énergétique, la médiumnité, etc., eh bien, j'ai pu comprendre encore d'autres choses. Majoritairement, j'ai choisi de me faire ma propre expérience d'abord et de limiter l'apport d'informations extérieures, histoire de pouvoir adopter mes propres codes de perception et de ne pas trop conditionner ma manière de percevoir et d'utiliser ce sixième sens. Mais j'ai bien remarqué qu'au-delà de l'histoire des lieux, de ces instants figés qui semblaient presque éternels, eh bien, je pouvais percevoir, en regardant les gens, des bribes de ce qu'ils avaient pu être en un autre temps, comme s'ils portaient une sorte de costume qui continuait d'être activé et qui me faisait apparaître ces personnes-là dans des accoutrements que je ne reconnaissais pas ou qui ne semblaient pas vraiment issus de cette époque. Au début, c'est assez rigolo parce qu'on se dit qu'on a une imagination débordante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette vision des personnes comme étant habillées différemment, coiffées différemment, ces espèces de flashs de leur apparence avec des traits d'un autre temps, me sont apparus les premières fois alors que j'étais déjà installée en tant que médium professionnel. Au départ, j'ai fait le choix de ne pas toujours mentionner ces visions-là parce que je ne savais pas vraiment quoi en faire et parce que peu d'informations y étaient associées. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que plus cette médiumnité, ces perceptions s'affinaient, plus je les travaillais au quotidien et mon métier a forcément permis un apprentissage concret de mes perceptions extrasensorielles, plus j'exerçais, plus j'avais de détails, d'éléments et parfois même des scènes dans lesquelles j'étais plongée. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je suis bien souvent plongée dans des scènes, d'autres lieux, d'autres temps, qui m'informent même sur l'histoire de notre humanité et de notre monde. Et donc, je suis toujours très étonnée de constater que l'on me donne des dates, des événements, des lieux, des choses qui appartiennent au passé de l'humanité. Bref, tout ça pour vous dire que les visions sont devenues de plus en plus immersives et de plus en plus claires. Ce qui fait que je ne pouvais décemment plus passer à côté et j'ai dû en faire quelque chose ou en tout cas trouver un moyen de communiquer ces parts de mes visions qui étaient certes assez singulières, difficiles à rendre concrètes, mais qui au fil du temps ont montré étonnamment qu'elles appartenaient à un très joyeux hasard. Car je le répète, on ne peut décemment pas dire à quelqu'un qui nous consulte « ce que je vois est l'entière vérité et vous ne pouvez la remettre en question ». Nous donnons des indices, nous donnons des informations, des éclaircissements sur les possibles qui se présentent, sur une voie qui pourrait constituer et l'avenir, mais a pu aussi constituer le passé. Et j'ai constaté par de nombreuses histoires et de nombreuses séances que lorsque je percevais des bribes, des morceaux d'une mémoire issue d'un autre temps, ces mémoires-là faisaient un très étrange écho à l'expérience présente des personnes. Et d'une certaine manière, j'ai pu aussi constater que dans une majorité des cas, le fait de mentionner cette mémoire-là soulageait de manière très importante et surtout durable dans le temps des anxiétés et des peurs
qui pouvaient paraître irrationnels pour la personne qui les vivait depuis sa naissance. Je pense notamment à cette fois où une maman me consulte en me mentionnant au détour de sa demande pour la séance qu'elle a 2 enfants qui ne s'entendent pas, qui ne réussissent pas à trouver un terrain d'entente et que c'est très difficile à vivre pour elle et elle aimerait comprendre pourquoi cette relation est si difficile entre eux. Voilà globalement les informations qu'elle me donne. Et tout de suite, en me connectant durant cette séance, je suis plongée dans un environnement qui ressemble à une île du Pacifique, potentiellement. Je n'ai pas la localisation exacte. J'ai l'impression d'être connectée à un temps où les frontières du monde ne sont pas définies telles qu'elles le sont aujourd'hui, que la colonisation n'a pas encore eu lieu dans certains endroits. Et donc, je n'ai pas l'information de la localisation exacte. Néanmoins, on me donne un contexte. Je vois deux enfants d'à peu près, on va dire 12-13 ans, qui sont assis dans une barque, tous les deux en train de rire. On me définit leur relation, on me dit qu'ils sont des amis proches comme des frères et qu'ils vivent dans un village dont la pêche est la principale activité et lucrative, mais surtout pour se nourrir. Donc, les enfants sont initiés très jeunes à la pêche, même s'ils ne le font pas tout de suite pour faire vivre une famille, c'est simplement pour apprendre l'art de la pêche d'une certaine façon. Donc ces 2 enfants sont dans cette barque et c'est quelque chose de tout à fait normal pour eux. Ils sont en train de chahuter, ils rigolent, je vois qu'il y a une ambiance qui est très plutôt zen, plutôt amicale. C'est vraiment 2 amis qui se connaissent depuis toujours et qui vivent un moment chouette. Et là, on me montre une fraction de seconde où l'un des enfants veut faire le pitre et se lève dans la barque en faisant un espèce de geste, une attitude un peu rigolote, mais que je ne comprends pas tout à fait. Et sauf qu'il perd l'équilibre. En voulant se rattraper, il se cogne malheureusement la tête sur le bord de la barque et tombe dans l'eau. Étonnamment, ce qu'on me dit à ce moment-là, c'est que ces enfants ont l'habitude de la pêche, ont l'habitude de naviguer avec leur petite barque en bois, mais ils ne savent pas forcément bien nager. Et je comprends dans la vision que ce garçon, cet enfant qui tombe à l'eau, ne se réveille pas. Il a été complètement assommé et le deuxième, malgré ses tentatives pour aller le chercher, pour le récupérer, ne parvient pas à le récupérer. Malheureusement, celui qui s'est cogné la tête décède et laisse son meilleur ami, qui est comme son frère, tout seul. On me montre donc cette scène que je retransmets à la maman en lui expliquant qu'on m'a montré potentiellement une mémoire qui concerne une vie passée, que ces 2 enfants auraient vécu ensemble et je lui explique tout le contexte. Je lui explique bien évidemment que je ne peux rien certifier et qu'elle doit prendre du recul par rapport à ce qui lui est transmis, mais que c'est ce qui m'a été donné comme information. Ma surprise a été d'écouter sa réponse, puisqu'elle m'a répondu effectivement qu'elle ne pouvait pas confirmer ou non cette mémoire-là, ce qui est bien logique. Néanmoins, cette mémoire faisait un grand écho au vécu actuel de ses enfants. Puisque l'un de ses enfants, il y a quelques années, chahutait dans la cour de récréation et s'est malheureusement cogné très fort la tête en tombant. Ce qui fait qu'il a dû aller à l'hôpital et durant quelques heures, il a été dans un état critique tel que son pronostic vital était engagé. Ce qui fait que son deuxième enfant, qui était très très proche de son frère et qui était comme cul et chemise avec lui, a eu la peur bleue de perdre son frère. Et elle me disait qu'elle avait vraiment l'impression que c'était depuis cet événement où son fils s'était cogné la tête que ses 2 enfants ne s'entendaient plus alors qu'ils s'entendaient extrêmement bien avant. Ce qui faisait un étrange lien avec ce que je lui avais dit en conclusion de ma vision, qui était que pour moi, il y a un traumatisme qui subsiste et qui fait que l'un des enfants a peur de perdre son frère, et donc plutôt que de prendre le risque de voir son frère mourir ou d'être séparé de lui, eh bien inconsciemment a choisi de ne plus vivre pleinement cette relation, parce que c'était trop douloureux de risquer de le perdre. C'était tout à fait cohérent. Cette mémoire entrait en cohérence avec un vécu qui avait été reproduit dans cette vie présente. Je pense également à cette petite fille qui avait de gros problèmes de santé, et pour laquelle ses parents me demandent une séance.
Ils me demandent une séance pour comprendre ce qu'il se passe pour leur fille, voir si je peux éventuellement comprendre cette pathologie, d'où elle vient, et peut-être apporter un soutien supplémentaire à l'accompagnement allopathique médical. Tout de suite, alors que je cherche plutôt à connecter avec sa pathologie et à aider son corps peut-être à apaiser ses symptômes, je suis plongée dans un contexte particulier. Je suis plongée dans un contexte de guerre, une guerre qui aurait eu lieu au XXIe siècle, ou en tout cas au XXe, fin du XXe, début du XXIe. J'ai des éléments précis sur la localisation, le pays, et je comprends que cette petite fille s'est réincarnée très rapidement après avoir vécu une vie très courte. Car malheureusement, dans cette vie, elle est décédée à cause d'une guerre et de tout ce qu'on imagine se passer dans une guerre. Sans en dire trop et en gardant bien évidemment l'anonymat de cette séance et de ce qui s'y est passé, j'ai pu communiquer aux parents qu'il existait chez leur fille un traumatisme très fort, très intense, lié à la peur de mourir jeune et surtout de souffrir et de vivre un contexte de guerre. Je leur explique également qu'elle a choisi cette incarnation et cette famille parce que leur famille elle-même a connu différentes guerres. Ses ancêtres ont connu des déplacements de population, ont connu le fait de tout perdre. Bref, il y a un contexte qui est très clair dans tout ce qui m'est donné, avec des détails assez intéressants. Je communique à ses parents ce que je vois, on en discute ensemble, ils me confirment que leurs ancêtres à eux ont connu différents déplacements, le fait de tout perdre et des guerres différentes, dans différents pays d'Europe notamment. Et, chose étonnante, je reçois un message une semaine plus tard me disant que non seulement le portrait qui avait été décrit de leur fille était très cohérent avec qui elle était, mais en plus de ça, il s'avère qu'ils vivent dans un endroit où des avions de chasse passent régulièrement pour des exercices ou pour des trajets. Voilà, simplement, ils volent, ils vont d'un endroit à un autre. Et ils ont assisté à une scène où, lorsque 2 avions de chasse sont passés au-dessus de leur maison, leur fille, qui n'était pas au courant de nos échanges parce qu'elle était trop petite et qu'il n'était juste absolument pas possible de lui parler de ce qui avait été mentionné durant cette séance, est entrée dans une panique totale à la vue de ces avions et a commencé à crier que ces avions allaient lui faire du mal et qu'elle avait peur. Et elle est partie se réfugier dans un coin de la maison, terrorisée, terrifiée, du fait que ces avions puissent lui faire du mal. On parle d'une petite fille française qui n'a pas connu de conflit et qui potentiellement n'est pas réellement censée savoir ce que ça représente. Et pourtant, durant cette séance, j'ai été plongée dans la mémoire de sa précédente incarnation. Et il y a eu des éléments ensuite, suite à la séance, qui ont réveillé des peurs qui pour nous peuvent paraître irrationnelles, en tout cas qui n'ont pas de cohérence avec son vécu, mais qui ont de la cohérence avec un vécu d'un autre temps, possiblement. Je pourrais très bien penser à cette fois où j'ai été plongée pour une femme dans une mémoire où elle était trader aux États-Unis dans une année très spécifique qui m'avait été donnée. Cette femme qui n'était absolument pas issue aujourd'hui dans cette vie d'une famille de financiers, de banquiers ou quoi que ce soit et qui, à 4 ans, a quand même dit à ses parents qu'elle voulait devenir trader. Ce qui ne s'invente pas. Et c'est quelque chose qu'elle a pu me confier après que je lui ai dit, écoutez, on m'envoie une mémoire potentiellement dans laquelle vous étiez trader. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les informations qui m'étaient communiquées par rapport à cette vie passée entraient en résonance avec ses problématiques émotionnelles actuelles et avec des éléments très précis de sa vie actuelle. Donc, pour une personne qui a conscience que notre monde est bien plus que ce qu'il nous laisse voir par le prisme de notre corps humain, ça n'est pas étonnant que de considérer les vies antérieures comme étant possibles. Personne ne peut affirmer quoi que ce soit. On ne peut qu'expérimenter, on ne peut que découvrir, on ne peut qu'écouter ce que ce monde a à nous dire et ce que le monde de l'invisible a à nous dire. J'ai la sensation en tout cas d'avoir une communication, une connexion directe avec ce monde de l'invisible, puisque j'en recueille depuis de nombreuses années, de nombreuses informations et expériences, que ce soit par le prisme de visions
intuitives ou même d'expériences vécues par le corps. Il est certain que dans mon expérience personnelle, l'invisible n'a plus à être prouvé. Il existe, voilà tout. Néanmoins, je continue d'être surprise de toutes ces cohérences entre les informations diverses qui nous sont communiquées. Alors vous allez me dire, c'est bien beau Léa de voir des informations ou des mémoires de vie passée, mais à quoi ça sert ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement lorsqu'un accompagnant nous communique une probable vie passée de ce type ? Eh bien j'ai remarqué 2 choses. Au départ, je ne pouvais assurer quoi que ce soit, je ne peux d'ailleurs toujours pas assurer quoi que ce soit, mais j'ai remarqué qu'il y avait un effet direct entre la mention de ces potentielles mémoires et l'état d'être des personnes. Je me souviens notamment de cette personne qui m'a consultée pour des angoisses très très fortes de sortir de chez elle. Elle me communique effectivement le fait qu'elle a des peurs terribles de sortir de sa maison, qu'elle n'arrive plus à ne serait-ce qu'aller au supermarché pour faire ses courses, c'est devenu complètement handicapant, invivable. Ces angoisses sont arrivées à partir du moment où elle a vécu un malaise dans un lieu public, ce qui l'a profondément traumatisée. Là, j'avais l'information en tête. Eh bien, tout de suite, j'ai été plongée dans une mémoire précédente dans laquelle elle était dans un autre pays, dans un autre contexte, dans lequel elle a vécu un décès accidentel qui l'a laissé finalement, qui a mis fin à cette expérience de vie dans un lieu public, à la vue de tout le monde. Cette mémoire m'a été envoyée, m'a été montrée directement durant cette séance. Encore une fois, je la communique en disant à la personne, écoutez, moi je vois ça, c'est ce qui devait être mentionné et travaillé aujourd'hui. Prenez du recul par rapport à ce qui a été dit. Bien évidemment, d'autres choses ont été travaillées pendant cette séance, c'était une part de l'expérience, mais une grosse part de l'expérience. Le fait est que tout de suite après, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un soulagement très important d'une part de ces angoisses. Évidemment, une mention d'une mémoire ne va pas résoudre des problématiques de santé. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Consultez un professionnel de santé, consultez un professionnel de la santé mentale aussi, c'est très important. Mais il y a tout de même des choses qui peuvent être entendues et comprises par le prisme de perception extrasensorielle et par le prisme d'accompagnement tel que ceux que je propose. Et là, nous avons constaté forcément qu'il y a eu à ce moment-là un soulagement très intense après la mention de cette expérience. Ce qui a été intéressant, c'est de se rendre compte que ce soulagement a duré dans le temps. Mais le fait d'avoir vécu cette séance, d'avoir pu mentionner cette mémoire dès le début de l'accompagnement qui a duré sur quelques séances, sur quelques mois, eh bien aujourd'hui, la personne en question peut non seulement sortir de chez elle, mais elle peut faire ses courses et elle peut même aller dans des cours de sport collectif sans avoir de peur ou de terreur. Ça n'enlève pas complètement l'anxiété, mais elle est capable de sortir de nouveau de chez elle alors que depuis des années, elle en était tout bonnement incapable. Il n'y a pas de certitude à ce que l'évocation de cette mémoire ait pu permettre concrètement une amélioration. Et cette amélioration, elle est due à la fois à la volonté de la personne, mais aussi aux différents accompagnements qu'elle a mis en place durant cette même période. Le fait est que le mieux a été direct après notre première séance et il n'a fait que croître en y ajoutant de nouveaux outils et de nouvelles compréhensions par la suite. J'ose donc imaginer et j'ose émettre l'hypothèse que la mention de cette mémoire a comme enlevé une forme de lourdeur, une forme d'empreinte qui avait laissé ce traumatisme, qui avait simplement besoin d'être compris, d'être verbalisé et d'être apaisé d'une certaine manière, sans entrer dans les détails, afin que la personne puisse juste se détacher
de cette part de son histoire et ne plus considérer que cela faisait partie de ses blessures encore ouvertes. Et le fait de considérer cette plaie comme étant soignée et comme appartenant à un passé révolu a permis d'ouvrir des portes vers un mieux-être et vers un soulagement au moins partiel. Des histoires comme ça, j'en ai beaucoup. J'en ai oublié beaucoup aussi. Mais ça questionne. Ça questionne puisque spontanément, j'aurais pu être ces personnes, comme cette médium que je mentionne au tout départ, qui vous dit qu'il est bien plus structuré et honnête de parler de contact défunt ou de l'avenir parce que ces éléments sont vérifiables. Le fait est que mon expérience m'a montré que des mémoires du passé peuvent également être vérifiables, mais d'une autre manière. Et surtout, au-delà du fait de vérifier cette information, parfois de la laisser exister, de la verbaliser, de la donner en conscience à la personne, déploie un potentiel d'apaisement qui est considérable, qui est difficilement explicable et dont les mécanismes m'échappent en partie, mais que je constate et que les personnes constatent elles-mêmes, notamment quand je vois qu'elles me donnent des nouvelles plus tard, parfois quelques jours plus tard, puis quelques mois et voire même quelques années plus tard, en me montrant, en m'expliquant que le mieux-être a été durable dans le temps. Alors évidemment, je me considère comme étant une accompagnante honnête, respectueuse et intègre. Je ne ferai pas ce métier sinon. Mais il est clair qu'il existe des personnes qui prétendent voir des choses, mais qui ne savent pas faire la différence entre intuition et imaginaire. Il y a ce que l'on veut voir et ce que l'on voit, malgré soi. Percevoir des informations, ce n'est pas générer des récits issus de l'imaginaire. Ces informations sont d'une autre nature et se démontrent de manière différente. Alors oui, prenez garde lorsque quelqu'un vous mentionne des informations, que ce soit à propos de votre futur, comme à propos de votre passé. Prenez toujours garde à ce que l'on vous dit. Quelqu'un qui prétend voir l'invisible ne voit pas nécessairement l'invisible, ne voit pas nécessairement tout, et n'a pas nécessairement non plus l'intégrité et l'honnêteté d'une démarche neutre et sans intérêt. Tout ce qui vous est dit dans le cadre de ces séances doit être considéré comme étant un indice que l'on vous donne sur ce qui a pu être vécu ou sur ce qui pourrait être vécu plus tard. Tous les accompagnants ne se valent pas et vous devez garder absolument une forme de souveraineté sur ce qui vous est dit. Ne conditionnez pas votre existence en fonction de ce que quelqu'un, comme moi, ou d'autres, vous dit. Parce que nous ne pouvons garantir à 100% une exactitude dans l'information. Guider, accompagner quelqu'un en percevant l'invisible et en donnant des conseils, c'est avant tout créer un pont, un lien entre matière et éther. Le tout étant que ça puisse vous apporter du mieux ou une forme de rectification dans votre trajectoire. Mais vous restez maître et maîtresse de votre existence, gardez votre souveraineté, prenez vos décisions et ne considérez pas ces informations comme étant absolument vraies. C'est la fin de notre épisode. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été à mes côtés pour aborder ce sujet épineux, néanmoins passionnant, des vies antérieures. Je profite de cette conclusion pour remercier Maria, Monsieur Piou, Aurélie et Sophie pour leur contribution sur la page Tipeee du podcast ésotérique. Un merci infini pour vos contributions si généreuses et merci pour les petits mots que vous me glissez à chaque fois avec vos contributions qui me touchent profondément. Merci de faire vivre ce podcast. Merci de tous vos retours passionnants sur Instagram à chaque fin d'épisode. Et je vous dis à tout bientôt avec une joie immense pour un nouveau sujet, un nouveau thème que je m'attellerai à rendre passionnant.